tous les pays peu industrialisés entrant dans l'Union européenne se vident de leur population. Côté occidental, on ne reste pas inactif. Mais la Chine monte en puissance et elle attend son occasion favorable. On ne parle plus de guerre, on parle d'opérations de maintien de la paix, d'opérations de rétablissement de la paix. C'est typique la guerre à l'âge impérial. Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Bonsoir, bienvenue au Cercle Aristote. Nous sommes réunis ce soir pour une nouvelle émission au titre un peu choc. La Troisième Guerre mondiale a-t-elle commencé ? Mais le titre s'inspire des propos d'Emmanuel Todd récemment. Les temps sont troublés et la confusion règne. Enfin, oui et non, puisque certains doutent peu alors que d'autres cherchent à comprendre. Nous sommes plutôt dans la seconde catégorie, cela ne vous étonnera pas. Alors, malgré la propagande des deux bords, une question commence à émerger dans le débat public. Ce conflit peut-il durer ? Ce conflit peut-il prendre de l'ampleur ? Pour répondre à ces questions délicates, épineuses, nous recevons ce soir Bernard Wicht. Bonsoir Bernard Wicht. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas inconnu du cercle, vous avez publié récemment aux éditions Perspectives Libres « Ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient » et aux éditions Jean-Cyril Godefroy « Vers l'autodéfense, le défi des guerres internes ». Vous êtes suisse, vous êtes privat docent à l'Université de Lausanne, également chargé de recherche au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, et vous avez beaucoup publié dans le domaine de la géopolitique, de l'évolution de l'État moderne, de la stratégie militaire et de la défense citoyenne. Oui. Donc oui, j'avais envie de commencer juste par une petite question sur des accusations qui reviennent régulièrement sur les chaînes de services publics, sur certains intervenants de pro-russisme, entre guillemets, surtout ce qui concerne le Centre français de recherche sur le renseignement. Je voulais savoir si vous aviez quelque chose à répondre à ça, ce centre pour lequel vous avez écrit quelques articles. Est-ce que vous avez envie de répondre à ces accusations récurrentes ? Alors écoutez, moi je trouve que le Centre français de recherche sur le renseignement est d'une grande compétence et qui fait un travail tout à fait remarquable. On peut simplement regretter que les services de renseignement de nos pays respectifs n'en profitent pas plus. J'ai personnellement publié un article récemment. J'ai fait une émission de radio sur Radio Courtoisie avec Éric Denessé. D'ailleurs, je devrais le rencontrer prochainement, vu qu'il réside près de la Suisse. Et je rappelle également que la première véritable analyse de renseignement, c'est-à-dire pas simplement d'interprétation, mais de renseignement, a été publiée sur ce site par mon compatriote, le colonel Jacques Beau. Donc, je pense que ces accusations ne sont pas vraiment fondées et qu'on peut se féliciter d'avoir un tel site avec une telle qualité d'information. Merci. Vous savez, penser est devenu complotiste, donc prenez-le comme un compliment. Commençons peut-être par une question assez fondamentale. On va profiter de votre expertise. Nous sommes bombardés d'une information continue, un petit peu assommante. Peut-être quels sont les critères qui définissent les guerres mondiales ? Vous nous invitiez précédemment à penser sur le long terme. Peut-être pourriez-vous nous développer un petit peu les grandes lignes de la réflexion fondamentale sur la guerre ? Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la guerre constitue environ 50% de l'histoire documentée de l'humanité. C'est pas forcément l'histoire de l'humanité, mais c'est ce qu'on retrouve dans les documents, dans les recherches archéologiques. Donc, ça représente 50%. Donc, c'est énorme. En revanche, c'est un phénomène très mal connu, très peu étudié.
par rapport, par exemple, à l'économie, aux crises économiques, au cycle économique, on sait très peu de choses en comparaison sur la guerre. Donc voilà, on est, je dirais, un peu désarmé. Pardonnez-moi l'expression, on est un peu désarmé pour penser la guerre de demain ou du moins essayer d'anticiper. Parce que l'histoire, la science politique, la sociologie se sont très peu penchés sur le sujet. Et malheureusement, pendant très longtemps, l'histoire militaire a été cantonnée, je dirais, vraiment aux écoles militaires. Donc, on faisait ce qu'on appelle de l'histoire bataille. On analysait les batailles. De ce côté-là, on n'a passablement de documentation, mais de manière très détachée du contexte général. Donc, on sait relativement peu de choses. Alors, je vais quand même préciser certaines choses. Pour toute la période de ce qu'on appelle la modernité occidentale, donc à partir du XVIe siècle et jusqu'à à la première moitié du XXe siècle, les guerres sont des guerres entre puissances hégémoniques, c'est-à-dire entre puissances européennes, qui se disputent justement l'hégémonie du système monde. À ce moment-là, entre le XVIe siècle et le XXe siècle, l'Europe domine le monde via la colonisation, via le commerce, via aussi sa supériorité militaire et technologique. Et donc, les guerres sont internes à l'Europe, et ce sont les guerres de succession de l'Ancien Régime, ce sont les guerres napoléoniennes, ce sont ensuite la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Cette période est assez claire, c'est-à-dire que c'est l'affrontement entre la France et l'Angleterre, c'est l'affrontement entre la France et l'Allemagne, c'est l'affrontement précédemment entre la France et l'Espagne ou entre l'Espagne et les Pays-Bas. Donc, on a un schéma relativement clair à ce sujet. À partir on va dire, au plus tard, avec la chute de l'Union soviétique, ce modèle de guerre entre blocs hégémoniques disparaît. Et on a une situation à l'heure actuelle, à partir des années 90 de guerre impériale américaine, typiquement. D'ailleurs, on parle plus de guerre, on parle d'opération de maintien de la paix, d'opération de rétablissement de la paix. C'est typique la guerre à l'âge impérial. Souvenons-nous de Tacite, l'auteur latin, qui dit il tue, il viole, il brûle, en parlant des Romains, et ils appellent tout ça la paix. Donc, la période de 1991 à 2022, la dramatique retraite de Kaboul, c'est vraiment typiquement cette période-là. À l'heure actuelle, on retrouve un petit peu le schéma, on imagine qu'on retrouve le schéma de la guerre conventionnelle avec une guerre entre États, entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est là qu'il faut commencer à être un peu prudent parce que il faut se souvenir que l'histoire ne repasse pas les plats. Donc, on ne va pas retrouver un schéma tel que celui qui a été vécu en 39-45, ni celui qui était supposé, ou du moins qui était scénarisé pendant la guerre froide. Et ça c'est une leçon, une des récentes leçons d'analyse de la guerre. On commet toujours une erreur, c'est de penser que la prochaine guerre aura lieu dans les termes de la précédente. Donc, en général, et c'est là c'est une erreur d'anticipation. On projette la guerre précédente sur l'avenir avec quelques modifications, mais enfin, le scénario reste le même. Or, à l'heure actuelle, il faut vraiment faire attention à ne pas reproduire cette erreur en imaginant une Russie qui pourrait arriver sur le Rhin comme on l'imaginait pendant la guerre froide avec le potentiel soviétique. Ça, c'est une erreur à laquelle il faut faire attention et qui nous contraint à vraiment faire de l'analyse. Le deuxième élément, il n'est pas directement lié à la guerre en tant que telle, mais il est lié à l'approche du temps long historique qui a été véritablement élaboré par Fernand Braudel, le grand historien français. Et dans cette approche, Braudel nous dit « les événements ne sont que poussière ».
Donc, quand il dit les événements sont poussière, je le prends par rapport c'est le discours de Vladimir Poutine, c'est la visite du président Zelensky à Washington, c'est les déclarations du gouvernement britannique disant qu'ils vont assurer un flot ininterrompu de munitions à l'attention de l'Ukraine, etc. Ça, ce sont les événements. Et Fernand Braudel nous dit très clairement, ces événements-là ne sont que poussière. Et ils ne prennent sens que si on les replace dans les cycles et les rythmes de la longue durée. Et c'est là qu'on a un petit problème, c'est que Braudel nous a donné une très bonne clé de lecture, mais il s'est très peu intéressé à la guerre. Donc on a quand même quelques soucis à ce niveau-là. Donc voilà, de ce point de vue-là, si à l'heure actuelle, on parle de Troisième Guerre mondiale, comme vous l'avez rappelé à propos de l'entretien d'Emmanuel Todd. Il ne faut pas s'imaginer un remake, pour parler en français moderne, un remake de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide avec une avalanche de chars venus de l'Est et qui débarqueraient sur le Rhin. Pour le dire de manière très simple, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien entre la frontière russe et le Rhin. Donc, ça c'est clair. Il y a juste peut-être l'armée polonaise, mais sinon, il n'y a plus rien. L'Allemagne est vide, etc. Donc, ils ont tout à fait la possibilité d'y arriver sur le Rhin, théoriquement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire une fois sur le Rhin? Ils n'ont pas la possibilité ils n'ont ni les moyens, ni les ressources, ni la logistique pour occuper ces territoires-là. Donc, s'imaginer une immense offensive russe qui arriverait sur l'Allemagne, ça paraît peu probable. En revanche, la situation actuelle, elle nous a mis en évidence deux choses. La première, on commence à le comprendre dans le grand public, c'est que l'Europe est sans défense. Donc, on voit que l'Allemagne, quand même la première puissance économique européenne, au niveau militaire, c'est quasiment plus rien. Elle était déjà en triste état avant le déclenchement de la guerre, et maintenant, elle a vidé ses maigres arsenaux pour envoyer tout ce qui lui reste, ou presque, en Ukraine. Donc, c'est une situation très dangereuse, parce qu'il est toujours vraiment très délicat de montrer au monde que l'on est sans défense. Et le reste de l'Europe, alors bon, il y a les petits pays, mais les petits pays font pas vraiment le poids. La France a une armée opérationnelle, mais qui est quand même orientée, jusqu'à maintenant, qui était orientée sur, on va dire, les interventions extérieures, que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres régions du monde. Et donc, elle n'est plus tellement orientée vers un combat de haute intensité en Europe occidentale. Et après, on a vu une chose, c'est que pour donner des armes à l'Ukraine, on n'était même plus capable de les construire. Il faut vider nos arsenaux. Il faut prendre nos propres réserves de munitions, nos propres réserves d'armes et les envoyer là-bas sans trop savoir ce que ça va devenir. Mais ça, le problème est que, indépendamment de savoir ce que vont devenir les livraisons d'armes, le problème est qu'on a montré vraiment notre faiblesse. Et quand je dis l'Europe, je ne pense pas à l'Union européenne. Moi, je suis, comme vous l'avez signalé, suisse, donc pas membre d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Mais là, il faut considérer l'espace géographique qui va de l'Écosse à la Pologne et à la Roumanie. Et cet espace géographique, il est un peu comme une ville ouverte maintenant. Alors ça, c'est vraiment très délicat et très dangereux. Et si je peux continuer sur ce point-là, ça c'est, je pense, la situation par rapport à une hypothétique Troisième Guerre mondiale, mais qui, rappelons-le, ne peut pas se dérouler selon les scénarios anciens. C'est pour ça que si on pense Troisième Guerre mondiale, le terme est peut-être un peu délicat, parce que tout de suite, il met dans la tête des gens, voilà, ça va repartir comme en 39, ça va, la guerre froide va se matérialiser, etc. Mais non, ça peut pas être comme ça. Mais en revanche, il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont majeurs. Celui que je viens d'évoquer, donc une Europe sans défense. Et puis, le deuxième, c'est que désormais, on est complètement isolé géopolitiquement. Et encore une fois,
C'est pas l'Union européenne, c'est cet espace géographique que je viens de définir. Alors, prenons maintenant les liens avec la Russie sont coupés. Et ils sont pas coupés pour une année ou deux. Ils sont coupés pour 2 générations au minimum. La Chine, derrière, se tient en embuscade. Elle attend que nos faiblesses, elle en a déjà profité abondamment avant le déclenchement de la guerre. On a vu qu'il y avait quand même des opérations très, très claires de la Chine pour acheter les infrastructures portuaires en Europe. L'Italie a dû dénoncer certains contrats, etc. D'autres pays n'ont pas pu le faire parce qu'ils sont vraiment aux abois. Donc, de ce côté-là, on est isolé. L'Inde a dit clairement qu'elle s'alignerait pas du tout sur l'Occident. L'Iran, on sait bien, est très proche de la Russie. Donc, de ce côté-là, on est isolé. Après, prenons le monde arabe. Alors, on voit qu'il y a quand même certaines petites pétromonarchies. On pense aux Émirats arabes unis, on pense au Qatar, qui commencent à régulariser leurs relations avec Israël. Mais la grande monarchie pétrolière, l'Arabie saoudite, qui était l'allié fidèle des États-Unis, malgré le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël, elle est en train de se retirer et de jouer, de comprendre que l'Occident n'est plus ce qu'il était, qu'elle peut plus s'appuyer dessus. C'est quand même assez grave. Après, on a l'Afrique. L'Afrique qui sera prochainement je dirais, le principal foyer démographique du monde. Or là, les anciennes puissances coloniales sont gentiment en train d'être évacuées au profit de la Chine et de la Russie. Lorsque l'armée française est remerciée quelque part, c'est Wagner qui prend la place, etc. Et puis, les États-Unis. Alors, les États-Unis, on a eu l'habitude depuis 1917 de considérer que c'était notre grand hinterland, que quand ça n'allait pas, ils allaient arriver avec la puissance économique, la puissance industrielle, la puissance militaire. Et maintenant, c'est plus le cas. On voit très bien que les États-Unis ne sont plus en mesure d'intervenir au niveau global. D'abord, avant d'évoquer l'incident de la destruction du Nord Stream, ce qui montre quand même que de la part d'un soi-disant allié, c'est peut-être un acte un peu délicat. Ça fait quand même un peu, toute proportion gardée, ça fait quand même un peu penser à la flotte britannique qui détruit la flotte française au mouillage à Merz el-Kébir en 1940. Donc, c'est pas franchement un allié auquel on peut faire confiance. Mais indépendamment de ça, regardons là aussi dans le temps long historique, c'est que les États-Unis, c'était, parce que maintenant le déclin est vraiment évident, c'était l'Empire, au même titre que l'Empire romain, qui entre de manière très agressive et au nez à la barbe de tout le monde en Irak en 2003, et 20 ans plus tard, où sont-ils? Ils sont repliés complètement derrière le Limes, ils ont quitté Kaboul en catastrophe, ils ont encore quelques forces spéciales en Syrie, etc. Mais si on compare ça, encore une fois, sur le temps long historique, il aura fallu 20 ans pour passer de cette attitude extrêmement hégémonique, on entre en Irak, c'est nous qui avons raison, etc., peu importe ce que disent les autres, à cette situation en 2023 où on ne sait plus trop où ils sont. Si on retranspose ça sur l'Empire romain, il a fallu 2 siècles et demi. Il a fallu 2 siècles et demi entre le moment où l'Empire romain dépasse le Limes, va faire ce que Tacite dit, et le moment où il se replie derrière le Limes, et puis où il dit, bon, nous, maintenant, on reste tranquille, etc., on a d'autres chats à fouetter. Il a fallu plus de 2 siècles et demi à l'Empire romain, et là, il a fallu 20 ans. C'est une accélération incroyable. Mais en tout cas, ça veut dire que l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis. Donc, on est complètement isolé. On a montré toutes nos faiblesses. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est traversé par les flux migratoires dans tous les sens. On est en situation économique affaiblie. On a des contre-pouvoirs qui s'installent surtout dans les zones urbaines avec les narco-gangs, les narco-mafias. Le cas de la Belgique, le cas des Pays-Bas sont assez inquiétants.
quand on pense que la jeune princesse aux Pays-Bas a dû être mise sous protection parce qu'elle risquait d'être la proie des narco-mafias agissant dans cette zone, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et ça, pour moi, c'est le cadre général à prendre en considération lorsqu'on parle d'une hypothétique troisième guerre mondiale. Et j'ai envie de dire, il y a suffisamment d'ores et déjà de violences armées sur notre continent sans encore imaginer que du côté de la Russie, on pourrait lancer des attaques. Voilà cette première description de la situation. J'ajoute une chose, c'est que, et j'en reviens aux USA, c'est que c'est un empire en plein déclin. Et l'historien Paul Kennedy, qui avait publié son œuvre magistrale en 89, Naissance et déclin des grandes puissances, a mis clairement en évidence que ce sont les grandes puissances sur le déclin qui sont fauteurs de guerre. Et à l'heure actuelle, moi, j'ai plus de soucis de ce côté-là que du côté de Moscou. Et je vous donne deux exemples concrets. L'entourage de M. Biden au mois de mai l'année dernière criait au loup en disant voilà, les Russes sont prêts à une frappe nucléaire, etc. Il faut réagir. Et c'est la CIA qui a dû rétablir la réalité des faits. La CIA qui n'est pas franchement pro-russe, hein. On est quand même d'accord là-dessus, en disant non, selon toutes nos analyses et toutes nos observations, il n'y a aucune préparation à un tir nucléaire du côté russe. Donc, ça veut quand même dire que la CIA garde encore un peu la tête froide, même si son directeur a dit récemment qu'il fallait faire souffrir Vladimir Poutine, mais qu'on garde quand même un peu la tête froide, ce qui n'est pas le cas, visiblement, du gouvernement américain. Même scénario au Royaume-Uni, au moment où Liz Truss propose sa candidature pour remplacer Boris Johnson démissionnaire, et elle fait une déclaration, et c'est une déclaration terrible, et qui ne va absolument susciter aucune réaction au sein de la classe politique britannique. C'est quand même assez étonnant. Elle va dire, oui, la guerre nucléaire est quelque chose de tragique pour l'humanité, mais l'utilisation de l'arme nucléaire se justifie face à Vladimir Poutine. Et là aussi, il faudra que ce soit le commandant en chef de l'armée britannique qui rétablisse un tout petit peu la réalité des faits en disant non, Vladimir Poutine est un stratège froid et calculateur, il restera notre ennemi pendant de nombreuses années. Donc, s'il y a des risques de dérapage, de mon point de vue, il faut plutôt aller les regarder de ce côté. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de risque de dérapage à l'Est. Hein. Il y a cette enclave de Kaliningrad, il y a les Polonais et les Lituaniens qui veulent bloquer la frontière. C'est des choses qui peuvent dégénérer. Donc, il ne faut pas écarter ce risque-là. Nous continuerons sur la dimension prospective un peu plus tard dans l'émission. Vous nous avez peint un très joli portrait assez précis, qui est une invitation pour nous tous à réfléchir sur le plus long terme, avec des variables un peu différentes de l'immédiateté de l'actualité. Et vous nous avez aussi dépeint un monde, un vrai nouveau monde qui est en ébullition et qui semble extrêmement fervent au changement. Peut-être pour synthétiser et pour faciliter la compréhension de nos spectateurs, vous pourriez peut-être nous dessiner un peu le portrait des grandes lignes qui nous ont un peu amenés à cette situation. Vous avez décrit la faiblesse et le déclin occidental, c'est certain. Il y a aussi des variables historiques et de géopolitique, peut-être de plus grande longueur, que vous pourriez introduire. Alors, peut-être pas géopolitique, mais quand même, au sens macro-historique, il est clair que les deux guerres mondiales, donc 14-18, 39-45, ont été un traumatisme profond dont on n'a pas vraiment pris conscience. Verdun, Auschwitz, Hiroshima, c'est un traumatisme majeur. Et les historiens du temps long n'en font qu'une seule et même guerre, non pas en disant voilà c'est la même chose, non pas du tout, mais en disant
c'est une conflagration qui vraiment constitue une rupture. Et ils disent c'est une nouvelle guerre de 30 ans, 1914-1945. C'est une nouvelle guerre de 30 ans, hein, avec une pause de 20 ans entre deux, mais c'est une nouvelle guerre de 30 ans. Et dans la perspective du temps long historique, la guerre de 30 ans reste un peu le modèle pour dire c'est la guerre qui fait la transition entre deux mondes. Donc, la guerre de 30 ans, celle qui est historiquement la guerre de 30 ans, 1618-1648, c'est celle qui accouche de l'Europe moderne. Avec, où on prend congé du Moyen-Âge et désormais on se tourne vers les États et on décide que désormais il y a la souveraineté étatique. Ça, c'est les points centraux de la paix de Westphalie. Si on dit que la Première et Deuxième Guerre mondiale sont une nouvelle guerre de 30 ans, alors il faut se demander de quel monde elles ont accouché. Et le monde dont elles ont accouché, ces deux guerres, eh bien, c'est la destruction des nations en Europe. Et les grandes nations en Europe ont été détruites au cours de ces deux guerres, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, la Russie en partie aussi, ont été vraiment saignés à blanc. Et là, et donc ça, c'est un tremblement de terre. Et les historiens du temps long disent, et ce tremblement de terre, il va montrer ses résultats dans la révolution de 1968. Ça, c'est quand même intéressant, c'est que on dit la révolution de 1968, c'est pas simplement quelques étudiants qui descendent dans la rue en disant il est interdit d'interdire sous les pavés et la plage, mais c'est au fond la génération qui est née à la fin de la guerre et juste après qui rejette l'héritage des générations précédentes. Et alors, on a tendance en Europe je dirais, à limiter cet événement aux événements de mai-juin 68 à Paris, mais il faut pas oublier que c'est également le cas en Allemagne, il faut pas oublier que le printemps de Prague en Tchécoslovaquie, il faut pas oublier que c'est la même chose sur les campus américains, que c'est la même chose au Mexique. Donc ça a été véritablement une révolution au sens où les nouvelles générations ont un peu cassé le lien traditionnel avec les anciennes générations. Et si vous regardez à partir de là, on a un certain nombre je dirais, de concepts qui apparaissent, pas immédiatement, mais enfin, dans le sillage d'une décennie plus tard, tout d'un coup, on découvre la notion de développement durable. Vous allez me dire, à quoi ça a à faire le développement durable là-dedans? C'est que pour la première fois, on dit aux gens, vous n'êtes pas tributaires, vous n'êtes pas débiteurs des générations précédentes, c'est-à-dire de vos ancêtres, etc., de poursuivre leurs tâches, mais vous êtes responsable pour les générations futures. C'est un changement, mais c'est un changement colossal. On arrive à la même chose avec, je dirais, la crise dans les sciences sociales et humaines. Tout d'un coup, les sciences sociales et humaines, en particulier la philosophie, se convertit aux sciences exactes. Vous prenez à partir des années 70 les textes de philosophie, ou bien c'est la déconstruction, ou bien ce sont des bouquins de mathématiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez des formules, c'est une philosophie des sciences, etc. Donc, il y a une rupture vraiment importante qui est là. Et ce que nous vivons maintenant, eh bien, ce sont je dirais, toutes les conséquences de cette rupture. Et la question, c'est comment va-t-on y faire face? Et si j'insiste autant sur ces éléments où vous dites peut-être, mais il va rechercher trop loin, c'est parce que, encore une fois, les événements sont poussière et cherchons les cycles et les rythmes de la longue durée. Quand vous avez une conflagration comme celle qu'on a vécue entre 1914 et 1945, on ne peut pas en sortir indemne et on a tendance à l'oublier. Oui, donc dans ce que vous décrivez, on a l'impression quand même que cette guerre est un peu un agent révélateur de l'état de l'Europe et de l'Occident. Oui. Que diriez-vous, on a parlé des mafias tout à l'heure, là on a parlé de géopolitique principalement, mais vous avez évoqué rapidement les mafias, que diriez-vous de la dimension économique de cette guerre? Ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, dans la dimension économique, alors d'abord,
l'Europe, à partir des années 80, elle bascule, enfin le monde occidental bascule dans ce qu'on appelle le capitalisme financiarisé. Donc, l'idée, c'est que l'important, c'est pas de produire des biens de qualité, c'est de produire de la richesse financière. Or, on le voit à l'heure actuelle, hein, on est en plein dans cette logique. On est en plein dans la logique quelle est la valeur ajoutée des actions, quelle est la valeur ajoutée des entreprises, etc. Donc, on ne se concentre plus tellement sur la production effective de biens, de qualité, etc. Je prends un tout petit exemple, c'est le iPhone. Le iPhone qui est une invention extraordinaire de la Silicon Valley, mais aucune des pièces importantes du iPhone n'est produite aux États-Unis. Et le iPhone n'est même pas assemblé aux États-Unis. Donc, c'est cette espèce-là. Alors, cette guerre, cette dimension économique, elle a été assez bien saisie par la Russie, parce que la Russie, ça fait 30 ans qu'on lui marche sur les pieds. Hein. Ils avaient dit on veut pas que l'OTAN soit à nos portes. Non, l'OTAN est à nos portes. Les accords de Minsk vis-à-vis du Donbass et de la Crimée, on n'a pas respecté les accords de Minsk. Les Pays-Bas sont entrés dans l'OTAN, etc. On s'est aussi moqué d'eux dans l'affaire de la Libye. Hein. Ils étaient pour une zone d'exclusion aérienne. On est allé bombarder la Libye. Donc, ils ont compris qu'avec nous, c'était un marché de dupes. Et leur analyse, elle est très profonde. C'est de dire, il y a une fragilité extraordinaire de l'économie occidentale parce qu'elle est liée au dollar. Elle est totalement liée au dollar et il ne faut pas oublier que le dollar n'a plus aucune valeur en tant que tel. Il a juste la valeur du papier et de l'encre qu'on utilise pour l'imprimer. Mais comme tout le monde se sert du dollar pour les échanges internationaux, alors effectivement, le dollar continue d'être la monnaie, on va dire la monnaie sacro-sainte du marché mondial. Et ça, les Russes l'ont bien compris. Et Vladimir Poutine l'a dit en janvier 2022 lors d'une intervention devant un think tank russe, l'équivalent de la Rand Corporation, mais russe. Il a dit le scénario guerre devient plausible, l'hypothèse guerre devient une façon d'envisager la situation et le but est de déstabiliser l'Occident parce qu'il est fragile et parce qu'il est totalement dépendant du dollar. Donc ils ont bien vu la chose. Hein. Non seulement, comme je disais tout à l'heure, on est sans défense, on est isolé, mais en plus, on est tributaire du dollar. Et le dollar, il est contrôlé par Washington, mais il faut aussi mettre un bémol parce que il y a tellement de dollars en circulation dans le monde que Washington ne contrôle pas tout. Mais ce qui fait que le dollar est particulièrement fragile, tout en étant la grande monnaie mondiale, il est particulièrement fragile. Et nous sommes tributaires de cette fragilité. Les Russes l'ont parfaitement compris. Je donne un petit exemple qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. La crise de l'euro en 2009-2010, elle a été sciemment provoquée pour sauver le dollar. Et vraiment, maintenant, on le sait, qui a déclenché la crise de l'euro? Eh bien, c'est la banque Goldman Sachs, la fameuse, ce qu'on appelle la pieuvre, qui avait aidé la Grèce à arranger son budget de façon à ce qu'elle soit euro-compatible, mais c'était uniquement des jeux d'écriture. Et puis en 2009-2010, ils ont dit ah non, ça on peut plus lui donner une note A, et puis on doit retirer nos crédits, etc. Puis la Grèce s'est effondrée, puis avec ça, d'autres ont suivi. Donc on a sacrifié l'euro, qui à l'origine était fait pour avoir une indépendance vis-à-vis du dollar, mais on l'a sacrifié. Et désormais, on est pieds et poings liés avec le dollar. Je vous donne aussi un petit exemple. Pourquoi la Suisse a rejoint les sanctions de l'Union européenne alors qu'on n'en est pas membre et qu'au début, dans un premier temps, notre gouvernement a dit on ne prendra pas les sanctions parce que nos banques sont allées faire du lobbying auprès du gouvernement en leur disant écoutez,
on travaille avec le dollar. Si vous ne prenez pas les sanctions, nous, on va être boycottés. Voilà. Donc, c'est une situation où, je dirais, on est tous dépendants de cette monnaie mondiale, et on est encore une fois très, très, très fragile. C'est intéressant, vous remarquez que nous sommes tout de suite allés sur un tropisme économique, ce qui démontre bien une des spécificités de la pensée de l'occidental contemporain, de directement penser les choses dans une conception matérielle. Moi, j'aimerais revenir, parce que là, nous avons dépeint une dimension, revenir très brièvement sur un point précédent. Vous avez parlé de l'atomisation, vous avez parlé de la perte de structure, de la relation entre générations. Vous semblez alimenter de façon multivariée une certaine conception de la civilisation, en fait, qui décline sur tous ses flancs. Est-ce que c'est une notion que vous utilisez? Est-ce que vous pourriez peut-être développer un petit peu? Alors, d'abord, une petite remarque. Vous avez dit qu'on a tout de suite bifurqué sur l'économie. Vous avez raison. Mais alors, en contrepoint, ajoutons aussi que nous n'avons plus d'autorité spirituelle en Europe en ce moment. Je dis pas que l'Europe est catholique. Hein. Moi, je vis dans un pays où catholiques et protestants sont à égalité, et donc c'est aussi le cas de la plupart des pays d'Europe. Toute l'Europe du Nord est protestante, mais on avait quand même une autorité avec le souverain pontife. C'est quand même avec le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Maintenant, c'est ce message, il est absent. L'autorité spirituelle est totalement absente, ce qui confirme ce que disent malheureusement les djihadistes, l'Occident sans Dieu, l'Occident, etc. Donc, de ce point de vue-là, on a un problème, on a un grave problème. Alors, vous m'avez parlé des autres éléments. Les nations, oui, les nations ont été le. Là, vous allez me dire que je repars dans l'économie, mais les nations ont été le meilleur contrepoint aux dérives du capitalisme. Pourquoi? Parce que la nation, c'est un idéal égalitaire. C'est une communauté de valeurs, une communauté de langues, parfois aussi une communauté de religion, et c'est un idéal égalitaire. Donc, on pense que les riches doivent aussi partager avec les pauvres, parce que au fond, on est frères, hein, égalité, fraternité, etc. Mais c'est pas propre à la nation française. Regardons l'État-providence. L'État-providence qui a été quand même une invention extraordinaire et qui a permis pendant plus d'un siècle de garantir un contrepoids au capitalisme. Le capitalisme, c'est bien. Moi, je suis pas marxiste, mais le capitalisme, c'est bien. Il est créateur de richesse, mais il est créateur d'inégalité. Et l'État-providence a été ce formidable contrepoint. L'État-providence, il a été inventé par qui? Par Bismarck. C'est pas un homme de gauche, Bismarck. Et Bismarck, qu'est-ce qu'il fait dans l'État-providence? Parce que il faut bien comprendre, l'État-providence, c'est pas le fait de donner des subventions à tout le monde. L'État-providence, c'est de garantir à chacun sa place dans la société. Or, Bismarck, il se rend compte que l'Allemagne étant particulièrement visée, puisqu'elle est le pays qui s'industrialise le plus rapidement dans la deuxième moitié du 19e siècle en Europe, il se rend compte parfaitement que il y a une fracture qui se crée, il y a un risque de grand soir, il y a un risque de révolution, etc. D'ailleurs, Marx avait dit, hein, la révolution marxiste, la société sans classe, ça va démarrer en Allemagne, parce que c'était là que l'industrialisation se développait le plus rapidement en Europe. Or, Bismarck, il dit, on transpose le modèle des armées nationales sur la société. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette pyramide sociale, chacun sait quelle est sa place et chacun sait qu'il peut franchir des échelons. Donc l'ouvrier qui est au bas de l'échelle, qui travaille, d'abord il sait que son travail est garanti, que c'est pas un journalier qui le lendemain va perdre son travail et va se retrouver sans revenu, mais non seulement il sait qu'il a une place, que cette place est garantie, qu'elle est stable, mais qu'en plus il peut franchir les échelons.
et qui peut devenir d'abord chef d'équipe et puis ensuite contremaître. Et Bismarck, c'est exactement ça. Hein. Il dit le deuxième classe va devenir première classe, le première classe va devenir caporal, etc. Et ce modèle bismarckien, il va être adopté par toute l'Europe, par la France, par le Royaume-Uni, par toute l'Europe industrialisée. Et pendant un siècle, donc fin du 19e jusqu'au choc pétrolier de 1970, il va garantir la stabilité sociale de toute l'Europe industrialisée, c'est-à-dire grosso modo l'Europe que j'ai décrit tout à l'heure, de l'Écosse à la Pologne. Maintenant, ce schéma, il n'est plus là. Ce schéma, il n'est plus là. Et ça aussi, dans la perspective d'une conflagration de grande envergure, c'est un élément à prendre en considération. L'État-providence, il commence à s'effriter avec le premier choc pétrolier en 73. Et puis après, le début de la globalisation financière, c'est 79, quand les institutions financières américaines augmentent de manière importante les taux d'intérêt. Et que tout le monde suit. Tout le monde suit en disant, voilà, oh, si les Américains augmentent les taux, nous aussi on augmente les taux. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'État tout d'un coup est endetté, ça fait que les entreprises sont endettées, etc. Et donc, ça commence à casser cet État-providence, c'est-à-dire cette cohésion sociale. Et la fin de la guerre froide, c'est la fin définitive, parce que d'ailleurs, Gorbatchev l'avait dit, on va vous jouer un très mauvais tour, vous n'aurez plus d'ennemis. Et c'est vrai que la dernière chose qui tenait encore ensemble la pyramide sociale des États occidentaux, c'était quand même l'ennemi soviétique. Parce que, il fallait être prêt à se défendre, il fallait consentir à des sacrifices. Du moment où ça part, alors l'État-providence vraiment disparaît. Et depuis, on cherche que des succès d'année. On a la période du crédit facile. Ça, c'est la période des années 90 qui se termine en 2007-2008 avec la crise des subprimes, etc. On a vraiment eu le crédit facile au sens où on a vraiment dit aux gens, c'est le boursicotage pour tout le monde. Et ça a été une catastrophe. C'est les fameux crédits des banques qu'on a appelés les crédits ninja. Je ne sais pas en lien avec les fameux combattants du Japon médiéval, mais ninja, no income, donc pas de revenus, no job, pas de travail, no asset, pas de fortune. Et on a prêté des milliards et des milliards à ces gens-là, et on a spéculé là-dessus. Et à un moment donné, ça s'est cassé la figure. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai envie de dire, après, pour réguler tout ça, il y a la guerre. L'État-providence aussi, dans un contexte de frontières ouvertes, déjà, comment se justifie-t-il? Ça, c'est un vrai sujet qui est peu évoqué. Et aussi la dette. Les Russes ne sont pas endettés. On se moque d'eux en disant qu'ils ont un PIB proche de celui de l'Espagne. La grande différence, c'est qu'ils ont beaucoup de ressources et qu'ils ne sont pas endettés. Alors, c'est particulièrement important ce que vous dites, c'est que, et Emmanuel Todd l'a également souligné dans son entretien, c'est que le PIB russe, il peut paraître un peu modeste. Et on peut en sourire en comparaison du PIB des États occidentaux. Mais le PIB russe, il est solide. Comme vous dites, la Russie, c'est pas une économie financiarisée, elle dépend pas du dollar. Contrairement à la Chine. Ce qui, de mon point de vue, explique la relative discrétion de la Chine à l'heure actuelle sur ce conflit. Parce que en ayant je dirais, à ce point-là, acheté la dette publique américaine, eh bien, elle se retrouve dans la situation qu'on connaît bien. Hein. Si vous devez 10 000 francs à votre banquier, c'est lui qui vous tient. Si vous lui devez 100 millions, c'est vous qui le tenez. Donc, c'est les Américains qui tiennent les Chinois puisqu'ils ont tellement de parts de la dette américaine. En revanche, la Russie, non, elle n'est pas financiarisée, elle vend. C'est une économie industrielle, elle vend des biens, elle vend des céréales dont tout le monde a besoin, elle vend du gaz, elle vend du pétrole, elle les vend à la Chine, elle les vend à l'Inde, elle les vend au Pakistan, donc des marchés immenses. Et voilà, ça marche très bien. Donc, voilà. Et
Todd dit bien, voilà, effectivement, le PIB de la Russie, il paraît petit, mais c'est un PIB solide. En Russie, on forme des ingénieurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Hein. En Russie, envoyer un satellite dans l'espace, c'est absolument pas un problème. C'est presque une activité quotidienne. Alors, en Europe, on a encore bien des difficultés. On en est avec fusée Ariane, oui, non, etc. Et quand je dis fusée Ariane, c'est pas un reproche à la France. La fusée Ariane est une construction européenne. Hein. Tout le monde y a mis tout le monde y a fait ses apports, mais on est de loin pas à je dirais, cette compétence russe qui fait que on peut envoyer des satellites 13 à la douzaine en l'espace d'une semaine. Donc, c'est un PIB solide, c'est un PIB, on forme des ingénieurs, on forme des gens. Todd prend la comparaison, il dit aux États-Unis, vous avez 2 millions d'économistes qui sont engagés dans les entreprises et qui, en général, ont un salaire moyen de 120 000 $ par année. Mais, on ne veut pas dire que c'est du vent, mais ils ne produisent rien. Ils produisent des rapports, ils produisent du conseil, etc. Mais c'est pas solide. Aux États-Unis, on ne forme plus d'ingénieurs. Regardez le pataquès du dernier Boeing, dernier grand avion de transport civil créé par Boeing. Ça fait bientôt 5 ou 6 ans que, oui, il vole une semaine, après il est de nouveau au sol parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, on n'en entend plus parler pendant 3 mois, tout d'un coup, hop, ça repart, et il repart au sol, après on apprend que Boeing interrompt les ventes parce que l'avion est bourré de défauts, etc. Donc c'est quand même assez important. Le fameux F-35, d'ailleurs mon pays l'a acheté, le fameux F-35, le chasseur américain, tout d'un coup la ligne de construction s'arrête parce qu'une des composantes provient de Chine, une des composantes stratégiques, elle vient de Chine. Voilà. Donc voilà, effectivement, hein, effectivement, on a fait du outsourcing, comme on dit en français moderne, mais là maintenant, on est un peu à la limite. Regardez, je parle pas seulement, mais je regardais la Suisse. La Suisse, c'est le pays des pharma. C'est le pays des pharma. On est vraiment un des principaux pays mondiaux dans ce domaine-là. Mais les médicaments, ils sont pas produits en Suisse, ou pas totalement produits en Suisse. Ils sont produits à l'étranger. Donc là, on a des fragilités, on a des faiblesses qui sont économiques, qui sont sociales. C'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie. Eric Prince, donc le fameux fondateur de Blackwater, la fameuse société militaire privée, a quand même eu des remarques assez intéressantes en disant, à propos des États-Unis, mais on peut dire exactement la même chose à propos de l'Europe, quand dans une société on n'arrive plus à distinguer le masculin du féminin, c'est qu'on a un vrai problème de valeur. On a un vrai problème de valeur. Et tout ça, tous ces éléments-là, qui sont pas directement belliqueux, ils doivent être pris en considération dans une analyse de la situation lorsqu'on parle d'une 3e guerre mondiale. Je dirais vous dites de rapport aux valeurs, mais aussi de rapport à la réalité, si on peut illustrer ce rapport au masculin-féminin. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qui, pour vous, seraient les critères qui feraient que nous approcherions d'un conflit majeur ? Je le verrais alors plutôt comme une période de grands bouleversements, comme l'Europe l'a connu. C'est un modèle historique que j'utilise. C'est la dernière grande vague d'invasion, c'est celle des années fin des années 800, début des années 900. C'est la dernière vague d'invasion par les Vikings, les Magyars, donc les Hongrois actuels, et les Sarrasins. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une situation qui est, toute proportion gardée, qui est quand même assez comparable à la nôtre. On a d'un côté l'Empire carolingien, qui est la première construction politique cohérente depuis la fin de l'Empire romain, qui comprend une première administration, qui comprend une organisation des territoires, etc. L'Empire carolingien qui a étendu sa domination sur une bonne partie de l'Europe occidentale, dont là, les armées sont assez importantes, mais très, très lourdes et peu mobiles.
dont l'économie va assez mal. Pourquoi? Bon, c'est une économie agricole, mais les paysans sont pratiquement au statut d'esclaves, donc la production est pas vraiment bonne. La classe dominante, donc la noblesse carolingienne, a plus peur des révoltes de ces paysans que de tout autre danger. Elle ne cesse de vouloir les désarmer, etc. Et donc arrivent là-dessus ces invasions, qui sont pas des invasions de type politique. Ce sont, alors pour les Vikings, c'est vraiment des raids. On veut s'enrichir, on veut piller, ramener du butin, ramener des esclaves et ainsi être reconnu au sein de sa tribu, etc. Pour les Sarrasiens, c'est un peu la même chose. Pour les Magyars, peut-être qu'il y a une ambition territoriale, etc. Mais en fait, aucun n'a un but politique. Aucun ne veut faire tomber l'Empire carolingien. Ils ne savent peut-être même pas ce que c'est. Mais c'est pourtant sous les coups répétés de ces trois types d'invasions qui correspondent, qui coïncident, que l'Empire va s'effondrer. Et ça va prendre environ 150 ans. L'aspect intéressant, c'est que c'est de cet effondrement que va naître l'Europe féodale, qui va ensuite connaître un essor extraordinaire. Alors, moi, j'ai quand même un peu l'impression qu'on est dans cette situation-là. On a une économie qui est complètement sclérosée parce que les charges administratives sont trop lourdes, les impôts sont trop lourds. D'ailleurs, un des grands historiens de la longue durée disait l'Europe est prisonnière. Il le disait fin des années 90, l'Europe est prisonnière des formules qui ont fait son succès, c'est-à-dire l'État-nation, l'État-providence. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. La charge fiscale, et je parle pas de la France, je parle de l'Allemagne, je parle du Royaume-Uni, etc. La charge fiscale est énorme et donc elle étouffe un peu le dynamisme. Ça, ensuite, militairement, on n'est plus du tout à la page. On a une bureaucratie extrêmement lourde et c'est pas seulement l'Union européenne. Vous regardez, pour moi, un élément assez symptomatique dans ce sens de cette image de l'Empire carolingien, de son déclin et de son effondrement, c'est l'échec du Brexit. Je le dis toujours parce que moi, je suis eurosceptique. Je suis eurosceptique et le Brexit, j'ai dit, peut-être qu'on va voir le Royaume-Uni retrouver une énergie, reprendre en main. Et on voit que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est un déclin dramatique. Pendant que le Premier ministre promet des fleuves de munitions à l'Ukraine, vous avez 15% de la population du pays qui vit dans la pauvreté, qui ne peut même plus payer son chauffage, même plus payer son électricité. 15%, c'est énorme. Je l'ai déjà dit lors d'un précédent entretien. Le souci des enseignants de l'école obligatoire, du primaire, des bus secondaires aux États-Unis, c'est de voir que les enfants ont pu manger un ou deux repas chauds par semaine et qu'ils ont pu prendre une douche de temps en temps et mettre des habits propres. Dis long, mais pendant ce temps, on promet des milliards de munitions à l'Ukraine. Donc voilà, on est assez dans cette situation de cet empire sclérosé qui a quand même qui s'est bien développé. L'Union européenne s'est étendue jusqu'aux frontières de la Russie, etc. Mais l'intérieur a perdu son dynamisme. Alors, vous allez me dire, oui, mais on va pas voir arriver les Vikings, non? Mais ils sont déjà là, c'est les flux migratoires. Les flux migratoires traversent l'Europe, mais vraiment comme nous on traverse la route, quoi. Et ils respectent pas les passages cloutés. Après, vous avez toute la nébuleuse narco. Quand on voit le triangle Anvers, Rotterdam, Bruxelles,
ça ne dit rien de bon. Hein. C'est les Vikings, du 21e siècle. Ils sont pas là du tout pour faire tomber l'Union européenne. Hein. Ça ne les intéresse pas du tout. Mais ils sont quand même là pour piller, pour prendre les populations en otage, etc. Donc voilà. Moi, si j'ai un scénario si j'ai des paramètres pour penser la Troisième Guerre mondiale, c'est plutôt dans ce sens-là que je le penserais, c'est-à-dire une grande période de transition qui va laminer les institutions en place et qui va, je l'espère, donner naissance à un redémarrage. Mais ce redémarrage, il se fera pas par le haut, il se fera pas par plus de bureaucratie, par plus de monnaie unique, il va se faire par plus d'autonomie au niveau local, parce que c'est là que les gens vont réapprendre à vivre. Oui, cette situation m'inquiète beaucoup pour des raisons évidentes, et je dirais, je ne vois pas de réponse. Pour prendre un autre exemple qui va dans ce sens-là, c'est que on n'a pas beaucoup d'études sur justement l'effondrement des sociétés. On a une étude majeure qui est l'étude d'un archéologue britannique, Tainter, T-A-I-N-T-E-R, qui parle de l'effondrement des sociétés complexes. Et au fond, c'est son étude, elle donne, je dirais, la clé de lecture, c'est qu'il dit que une société se complexifie pour répondre à des problèmes. Donc, plus elle a de problèmes, plus elle va créer de structures administratives, bureaucratiques pour y répondre. C'est ce qu'on voit en Europe. Hein. Et à un moment donné, je dirais, le bénéfice de cet accroissement de la complexité des structures par rapport aux problèmes posés va s'inverser. C'est-à-dire que les structures deviennent beaucoup trop lourdes et que la marge de bénéfice, elle s'effondre complètement. Et c'est là que s'enclenche le processus d'effondrement. C'est-à-dire qu'il faut revenir à un niveau plus bas d'organisation, plus simple, pour que la société retrouve une certaine vitalité. Donc, le processus d'effondrement, c'est pas, dans sa perspective, c'est pas les barbares qui arrivent avec le couteau entre les dents et en dégoulinant de sang, mais c'est que à un moment donné, on a atteint un niveau de complexité trop important qui fait que les bénéfices ne sont plus suffisants. Et donc, il faut retrouver un niveau de complexité inférieur pour retrouver une certaine efficacité. Et je pense, et ça, malheureusement, ça se passe pas dans la joie et la bonne humeur. Et on aurait commencé à réfléchir vite sur une hypothétique Troisième Guerre mondiale. C'est avec ces paramètres-là qu'il faut y réfléchir, et non pas en s'imaginant le déboulement de colonnes de chars russes qui arriveraient sur le Rhin et que les restes de la Bundeswehr, appuyés par l'armée française et quelques autres, essaieraient de stopper. On va essayer, professeur, de faire un petit peu d'exercice appliqué pour nos spectateurs, en évoquant un petit peu l'actualité, comme ça, ils pourront utiliser les concepts que vous venez de déployer. Flavie, on avait choisi 3 actualités, peut-être tu peux déployer la première. Alors, la première, est-ce qu'on parle du ballon chinois ? Bon. Quelle est votre lecture de ces dites provocations chinoises ? Alors, les Chinois, je pense que c'est intéressant, hein, parce qu'il faut jamais oublier que la pensée stratégique chinoise, et elle n'a pas beaucoup changé entre la Chine impériale et y compris la Chine communiste. C'est si on demande à un stratège chinois, qu'est-ce que vous faites ? La réponse, c'est j'attends l'occasion favorable. Et si vous regardez, les Chinois voulaient récupérer Hong Kong depuis des décennies, depuis 1948.
Les Anglais n'avaient aucun intérêt ni aucune envie de céder Hong Kong. Et tout d'un coup, le Royaume-Uni se trouve pris dans la fameuse guerre des Falklands, où ils doivent intervenir à des milliers, dans l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de la métropole, et ils doivent bricoler, parce que la marine n'est pas tout à fait à la hauteur en termes d'effectifs, etc. Ils doivent bricoler des porte-avions parce qu'ils les ont vendus auparavant. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que les négociations sur Hong Kong se mettent en place. Et on est en 1982, mais les Chinois ne pressent rien. Ils disent pas, ce sera 1983 ou 1984. Non. Le passation se fait plus tard, presque plus de 10 ans plus tard, 1997. C'est typique de la pensée chinoise. Et là, maintenant, si je prends ce schéma de réflexion, ils ont compris nos faiblesses, en particulier celles des États-Unis. Donc, ils mettent la pression sur Taïwan. Je ne pense pas non plus là à une invasion de Taïwan dans un avenir proche. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette perspective stratégique, lorsque la Chine décide, c'est comme en économie, lorsqu'elle décide d'acheter une entreprise, c'est qu'elle sait que l'entreprise qu'elle veut acheter n'a pas d'autre choix. Donc, et pour le moment, Taïwan a un tas d'autres choix et la Chine se casserait les dents. Alors, elle pourrait peut-être bien gagner parce qu'elle est numériquement supérieure, mais elle en sortirait vraiment gravement détruite aussi. Mais elle met la pression parce que ça limite la liberté de manœuvre des États-Unis. Ils sont obligés de rester présents, ils sont obligés de rester attentifs. Et les ballons, je vois ça de la même façon. On provoque pour voir les réactions. Alors ils envoient un F-22 pour abattre les ballons, etc. Je le vois en ce sens où les Chinois maintenant ont abandonné, ont passé à une étape supérieure. Auparavant, c'était on va s'emparer de gains économiques, de gains industriels en fonction des règles du marché. Donc, on achète une entreprise, on en achète une autre, on prend des parts de marché, on achète une grande partie de la dette américaine, etc., etc. On est de plus en plus présent dans les universités de pointe, etc., etc. Et là, tout d'un coup, on passe à un échelon supérieur parce qu'on estime que l'adversaire est plus faible. Et donc, on peut envoyer des ballons. Ça ne va pas déclarer la guerre, mais ça montre quand même que nous, on vous envoie des ballons. Puis vous avez besoin d'un avion de haute technologie pour abattre les ballons. On remet la pression sur Taïwan, qui n'était plus le cas depuis de nombreuses années. Voilà. Bon, c'est aussi une réponse à la révolution orange qu'on a essayé de créer à Hong Kong juste avant le Covid. Donc, il faut voir que du côté occidental, on ne reste pas inactif. Mais la Chine monte en puissance et elle attend son occasion favorable. Et je la vois aussi assez bien avec la Russie. Elle cautionne la Russie, mais elle ne prend pas position en permanence sur la scène internationale pour dire oui, les communiqués de victoire ukrainiens sont faux, ce que dit la Maison Blanche est faux. Non, on laisse passer, on maintient le soutien à la Russie et on va même jusqu'à proposer des solutions de paix, etc. S'il y a un pays qui a peut-être la chance de tirer les marrons du feu de cette guerre, c'est peut-être la Chine. Parce que les États-Unis vont rester comme le bout de feu, les Russes seront les agresseurs, vont rester les agresseurs, quelle que soit la situation. Mais si les Chinois peuvent tout d'un coup se présenter comme « oui, nous on a soutenu la Russie, mais on a fait des propositions de paix », ça donne quand même une toute autre image. Là, il y a des tas de. Il y a une autre chose, et ça concerne pas les ballons chinois, ça concerne pas Taïwan. C'est une chose qu'on n'a pas vraiment saisie, c'est le fait que les combattants tchétchènes se sont battus aux côtés des Russes. Et alors, c'est d'ailleurs un de vos compatriotes qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle La bataille de Mariupol, qui l'a mis en évidence.
et en disant, bon voilà, ces combattants tchétchènes, on les appelait les combattants TikTok. On les a appelés les combattants TikTok parce qu'ils sont sans cesse sur la chaîne, sur le média social, la TikTok chinois, et ils se prennent en photo, et Allahu Akbar, etc. Et là, le message, il est clair pour le monde arabo-musulman. Voilà avec qui il faut combattre contre le mal. Il faut combattre aux côtés des Russes contre le mal, c'est-à-dire contre nous. Donc, il y a toute une série de symboles qu'on ignore, ou qu'on prend à la légère, mais qui sont quand même délicats par rapport à cette question d'une éventuelle troisième guerre mondiale, parce que l'Académie du djihad, c'est pas parce que maintenant on a un certain répit que ça va s'arrêter. La Chine voit qu'elle a là une opportunité, je dirais, de vraiment s'affirmer sur la scène internationale. Si c'est elle qui amène les propositions de paix, elle va tout de suite avoir une stature différente, une stature bien plus importante que celle qu'elle a à l'heure actuelle, où on ne la voit que comme une puissance industrielle, économique montante, mais un pays quand même très autoritaire, très peu favorable aux libertés. Donc si tout d'un coup elle arrive à passer au niveau diplomatique avec peut-être pas forcément des succès, mais en disant voilà, on vient sur la scène internationale avec des propositions de paix, elle va augmenter sa visibilité, et aussi son statut va changer. Ah tiens, les Chinois sont capables de proposer la paix. Jusqu'à maintenant, c'était les Occidentaux qui proposaient la paix. Non, là, tout d'un coup, c'est la Chine. Donc, ce sera intéressant. Il faut garder à l'esprit on est dans une période au niveau hégémonique, on est dans une période quand même de grand interrègne. C'est-à-dire que l'hégémonie américaine, elle est en déclin, elle est en déclin accéléré. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, si la Russie a pu intervenir en Syrie comme elle l'a fait, c'est pas parce que la Russie est vraiment montée en puissance, c'est surtout parce que les États-Unis se sont considérablement affaiblis. Alors, mais maintenant, pourquoi je dis que c'est une période de grand interrègne? Parce que une puissance hégémonique qui domine le monde, elle doit avoir trois qualités. Elle doit avoir une hégémonie économique, une hégémonie financière et l'hégémonie militaire qui vient à la fin, tout à la fin. L'hégémonie économique et financière sont principales. C'est pas propre aux États-Unis, hein. Au moment où le Royaume-Uni, l'Angleterre, parce qu'à ce moment-là c'est l'Angleterre, contrôle le monde, c'est l'outil de ce contrôle, c'est le commerce, et c'est la Banque d'Angleterre avec la livre sterling. Donc, or, la Chine elle a une puissance économique, mais elle n'a rien une puissance financière. Hein. Le renminbi, pour le moment, je ne sais pas trop ce que c'est. Elle a une puissance militaire, mais voilà. Et donc, il n'y a pas un vrai challenger de l'hégémonie américaine pour le moment. Il n'y a pas un vrai challenger. Ni la Russie, ni la Chine n'ont les moyens, et je dis pas les moyens militaires, mais je dis n'ont les moyens économiques et financiers de s'imposer sur le monde. Hein, les États-Unis ont assis leur hégémonie sur Bretton Woods. Le dollar est la seule monnaie qui a la convertibilité or. Et ensuite, on a l'économie américaine qui rééquipe toute l'Europe avec le plan Marshall, etc. Donc, c'est des critères économiques et financiers d'abord. Or, on n'a pas de puissance qui, à l'heure actuelle, la puissance financière, je dis, elle est articulée autour du dollar, mais sur des pôles qui sont pas seulement ceux de Wall Street, qui sont à Singapour, qui sont à Londres, qui sont au Japon, qui sont à Hong Kong, etc. Le dollar est tellement disséminé dans le monde que les institutions américaines peuvent augmenter les taux, mais la masse de dollars n'est plus contrôlée par les États-Unis. On a déjà connu ça dans les années 70. Hein, c'était la période des eurodollars.
Les eurodollars, c'est ces dollars qui quittaient les États-Unis et qui étaient dans les banques européennes, en particulier les banques anglaises. Et à ce moment-là, alors, les banques anglaises offraient des dollars à des taux bien plus intéressants parce qu'elles n'étaient pas liées par la convertibilité or que les banques américaines qui, elles, devaient respecter Bretton Woods et donc assurer la convertibilité du dollar. Donc, et après, on a le même scénario à ce qu'on appelle les pétrodollars, c'est-à-dire la masse de dollars qui est gérée par les monarchies pétrolières et qui ne retourne plus aux États-Unis. Et là aussi, tout d'un coup, on a des sous-systèmes qui se créent. Voilà. C'est passionnant. Si vous le permettez, je pose la première question du public parce que nous sommes avant tout là pour le public. Oui. Les questions sont parfois naïves et je tiens à le dire, soyez plus attentifs, messieurs, celle-ci on y a répondu, mais je la pose quand même. Harry Seldonov pose la question. Monsieur Wicht, pensez-vous que le conflit russo-ukrainien peut s'exporter? Un conflit Occident contre BRICS? Au niveau économique, oui. Au niveau militaire, j'en doute. Au niveau économique, oui. Parce que je dirais le monopole du capitalisme financier est en train de s'effriter. Et donc, les BRICS ont toutes leurs chances. Mais pas en termes, je le vois pas en termes militaires, hormis, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des pressions typiquement sur Taïwan, des envois de ballons, etc. On se tâte, on montre que c'est un peu le jeu dans la cour des grands, c'est moi le plus fort, mais je tabasse pas tout le monde, mais c'est quand même moi le plus fort, etc. Si nous quittions l'OTAN compte tenu des tensions internationales actuelles, aurions-nous à craindre la moindre sanction punitive? Alors, je dirais qu'elle est intéressante la question parce que elle rejoint un peu celle alors quitter l'OTAN. À l'heure actuelle, c'est pas, étant donné la fragilité de tous les États membres, c'est pas le bon moment. Hein. Ce serait jouer cavalier seul, alors qu'il n'y a pas derrière une politique qui correspond, etc. Mais c'est un peu le syndrome du Brexit. Le Brexit nous montre que les États européens ne peuvent plus être des États souverains indépendants. L'échec du Brexit nous montre que l'État-nation souverain, on n'y reviendra pas. On n'y reviendra pas. Et je le dis vraiment en tant qu'eurosceptique, c'est-à-dire avec une très, très grande déception. J'étais vraiment persuadé, et puis évidemment en tant que Suisse a fortiori, très, très persuadé et très, quelque part, pas dire enthousiaste, mais très optimiste sur le fait que le Royaume-Uni allait se reprendre, etc. Et c'est pas le Royaume-Uni, c'est pas comme si, je sais pas, le Danemark avait quitté l'Union européenne ou si un petit pays, hein. Non, c'est quand même une ancienne grande puissance qui a gouverné le monde pendant près de 2 siècles. Et je suis effaré. J'ai des contacts dans le cadre professionnel avec l'administration britannique. J'en avais pas jusqu'à ce moment-là, parce que tout se passait au niveau multilatéral et là maintenant ça se passe au niveau bilatéral. Je suis effaré de voir l'absence d'anticipation vis-à-vis des problèmes qui pouvaient se poser. Et aussi, par exemple, des choses qui se sont faites de manière très populiste. C'est-à-dire que à partir du moment où les accords de Brexit ont été signés, on a annulé les autorisations de séjour de 300 000 Européens, des Polonais, etc. C'était tous ceux qui étaient évidemment qui conduisaient les camions, etc. Et donc quelques semaines plus tard, on n'a plus de trains qui étaient des dockers, donc on peut plus décharger les bateaux, les camions peuvent plus ravitailler les magasins, etc. C'est symptomatique. Les États européens ne peuvent plus se penser, et je le regrette, je le regrette. Moi, il faut pas imaginer que la Suisse est un État indépendant de ce point de vue-là, pas du tout. Hein. D'ailleurs, les commissaires européens nous disent en marge des négociations, mais arrêtez vos sensibilités, mettez au rencard vos pudeurs, parce que vous êtes plus intégrés que certains États membres. Donc,
il faut pas non plus s'imaginer que nous, on est là avec au milieu des Alpes avec un petit drapeau et qu'on fait comme dans Astérix, un dernier village résiste. Non, je pense que l'échec du Brexit, ça traduit cette impossibilité de revenir en arrière à l'État-nation souverain européen. Chaque État-nation souverain sur le territoire européen. Donc, sortie de l'OTAN dans le même sens, non. Une question de Jacques. Quand on lit certaines anecdotes datant de la guerre froide, on a l'impression que c'est davantage la providence que la dissuasion nucléaire qui nous a sauvés. La guerre nucléaire ne pourrait-elle pas démarrer suite à un simple accident dans une période de grande tension ? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la Maison-Blanche qui disait nous avons des exemples. Il faut s'imaginer l'empire américain qui s'effondre avec une oligarchie, c'est pas une élite, c'est une oligarchie au pouvoir qui veut à tout prix éviter cet effondrement. Là, on a de vrais risques qu'il y ait des dérapages. On a le vrai risque qu'il y ait des dérapages et qu'on espère que les gens du Pentagone et de la CIA gardent la tête froide. Non, là, il y a un vrai risque. Le risque est le même au Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni, même s'il est dans l'état où il se pense encore dans le... C'est ça qui est assez frappant, c'est que ce que je viens de dire par rapport aux États-nations européens qui ne reviendraient pas, mais dans la mentalité collective, tous les États européens, les États-Unis se pensent comme ils étaient au début du XXe siècle. Donc le Royaume-Uni se voit encore maître de l'Empire. Le cas polonais est aussi vraiment frappant. Les Polonais qui pourtant pourraient jouer un rôle intéressant. Ils sont à cheval entre la Russie et l'Europe, etc. C'est un pays très conservateur qui est encore très, je dirais, très fidèle à la religion catholique. Donc, il y a encore des valeurs qui pourraient jouer le dialogue parce que Poutine a bien mis en évidence la décadence de l'Occident, mais ils sont totalement prisonniers de leur histoire. Ils réclament des dommages de guerre à l'Allemagne, ils voient l'épouvantail russe, etc. Donc, le Royaume-Uni, c'est la même chose. Les États-Unis s'imaginent encore comme la première puissance mondiale, etc. Donc, les États européens et les États occidentaux sont vraiment prisonniers de leur vision historique. On a de la peine à en sortir, à envisager des solutions qui sont adaptées au statut actuel des États. Je voudrais d'abord rappeler à nos auditeurs de YouTube que c'est l'opportunité qu'est de participer à nos Twitch live pour pouvoir poser des questions immédiates. Néanmoins, si vous profitez de cette vidéo en différé, nous vous invitons à mettre des commentaires et si vous souhaitez participer à ce type d'événement, à vous inscrire à notre newsletter et à notre Twitch pour pouvoir poser immédiatement vos questions, ce qui est un plaisir d'esthète. Une question de Stéphane Chamignon que je vais un petit peu étendre. Imaginez-vous certains pays européens changer de camp? C'est possible. La Hongrie marque clairement sa différence. Maintenant, ça reste un petit pays. Il est vrai que l'Europe centrale, qui fait partie de l'Union européenne, voit les choses de manière très différente. Mais alors, on a un régime populiste, un peu autoritaire en Pologne, on l'a en Hongrie, mais les deux ne voient pas du tout la situation de la même façon. Les Hongrois sont plutôt pro-russes, alors que les Polonais sont totalement anti-russes. Maintenant, je vois pas la Hongrie pouvoir jouer cavalier seul. Elle peut être une carte de résistance, une carte de rappelant certaines choses, freinant un peu cette hystérie collective qui s'empare des élites bruxelloises, mais se rapprocher de la Russie, j'aurais tendance à dire plutôt non. Mais j'ai pas vraiment approfondi la question, je dois vraiment l'avouer. Nous avons une question de
Duguay-Clin 34, quels sont les risques de débordement du conflit US-Chine-Russie dans les années à venir? Oui, j'ai essayé de dire un peu ce qu'il en était. Pour moi, la Chine attend l'occasion favorable, et elle se rend bien compte, parce que c'est vraiment c'est vraiment cette attitude chinoise. On attend l'occasion favorable, mais on a le temps. Hein. L'exemple du rattachement de Hong Kong à la Chine, et il est assez frappant. Hein. 1982, on commence les négociations, mais on attend jusqu'en 97 pour que le passage effectif se fasse. Et n'oublions pas une chose, regardons la flexibilité chinoise. Ils ont dit, Hong Kong, oui, un pays, deux systèmes. Regarde, en Europe, prenons le cas de l'Espagne, ils sont même pas capables de gérer le problème de la Catalogne. On envoie la police militaire, alors qu'on se gargarise de démocratie à longueur de journée, on envoie la police militaire pour chasser les gens des locaux de vote. Les femmes sont sorties en les tirant par les cheveux. La police militaire casse les urnes à coups de matraque. Personne n'a réagi. Personne n'a trouvé à redire. Hein. Donc la Chine a dit Hong Kong, oui, ok, un pays, deux systèmes. On a oublié ça. Ils ont une flexibilité, alors qu'on les met toujours dans un panier de pays monolithiques, etc. Ils ont une flexibilité que nous n'avons pas. Pensez-vous, une question de Duguay-Clin 34, pensez-vous que l'OTAN peut disparaître sous sa forme actuelle, et quelle forme pourrait-il prendre s'il était recréé? L'OTAN est devenu je dirais un outil de l'Empire occidental, de l'Empire américain. Il disparaîtra avec lui. Alors, si les services de communication de l'OTAN dans l'affaire actuelle de l'Ukraine sont d'une redoutable efficacité pour nous matraquer, chercher de nous imposer des narratifs, en revanche, l'OTAN en termes militaires, c'est plus grand-chose. Une question de Duguay-Clin 34 pour revenir rapidement sur le Brexit. Si la Grande-Bretagne ne peut pas réussir son Brexit, comment font la Suisse ou la Norvège pour rester indépendants? Parce qu'il y a une ambiguïté, ça, sur le Brexit. Sur l'état de la Grande-Bretagne aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment complètement dû au Brexit? Est-ce qu'ils n'étaient tout simplement pas prêts? Est-ce que c'est bien plus complexe que ça? Mais c'est vrai qu'on fait peser le Brexit sur toutes les raisons du malheur anglais aujourd'hui. Alors, je pense que le malheur anglais, effectivement, c'est le Brexit qui le met particulièrement en évidence, aussi parce que du côté européen, on a bien envie de montrer que ça marche pas, donc ça c'est clair. Mais le malheur anglais, il faut bien dire qu'il remonte à bien plus loin. Le Royaume-Uni ne va jamais se relever de la Deuxième Guerre mondiale. Déjà ça. Pensons à une chose, hein, les cartes de rationnement, elles disparaissent en Europe en 1946, 47, comme ça, au plus tard, et elles se perpétuent au Royaume-Uni jusque dans les années 50. Après, pourquoi est-ce que à partir des années 60, c'est tout d'un coup la chimie allemande et la chimie suisse qui commencent à dominer? Parce que c'était la chimie anglaise auparavant, puis la chimie anglaise, elle avait des prébendes, c'était l'ancien empire. À partir du moment où il y a une décolonisation, ces produits se retrouvent en compétition avec des produits allemands, des produits suisses, et ils ne tiennent pas la rampe. Donc la chimie, par exemple la chimie britannique, elle décline à partir de ce moment-là. Et il y a beaucoup de secteurs industriels britanniques qui déclinent parce que au fond ils vivaient d'une rente qui était celle de l'empire, qui a pu être maintenue un tout petit peu après la décolonisation, en particulier la décolonisation de l'Inde, avec des traités, mais qui sont restés limités dans le temps. Et au moment où ces pays ont pu choisir, ils ont été voir ailleurs, ils ont été voir vers le plus compétent. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, vous avez donc ça, c'est un déclin qui remonte déjà assez loin. Ensuite, vous avez les années Thatcher. Et les années Thatcher, alors on peut aimer, pas aimer, mais Thatcher, elle a définitivement détruit le tissu industriel britannique, avec justement vraiment ce credo néolibéral
peu importe ce qu'on produit ou ce qu'on ne produit pas, il faut produire de la richesse financière. Et la City de Londres, voilà, on a profité énormément, mais tout le reste du pays s'est appauvri. Pensons quand même que le Royaume-Uni, jusque dans les années 70-80, produisait des voitures, produisait des avions, produisait de l'électronique. Maintenant, c'est plus rien du tout. Et alors, par exemple, aussi, un exemple tout à fait intéressant, c'est que dans la cuisine britannique, dans la gastronomie, si on peut parler de gastronomie, évidemment, britannique, le porc a une énorme importance. Or, le Royaume-Uni importait, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, importait l'essentiel de son porc de l'Allemagne. Alors que quand même, les élevages de porc, c'était quand même quelque chose d'important dans l'agriculture anglaise. Donc, c'est un pays qui, je pense, n'a pas du tout... Et puis après, il y a eu le système éducatif qui s'est complètement effondré. On a avec cette idée de laissons faire la société civile, le bénévolat, le volontariat, etc., ils ont complètement perdu le contrôle de la population scolaire. Ils se sont retrouvés avec des écoles communautaires, etc. Le système d'éducation publique, il est dans un état lamentable. On ne forme plus d'enseignants. On ne forme plus d'enseignants, il n'y a plus d'institut de formation des enseignants. On va récupérer les élèves à la sortie des universités, après ce qu'on appelle le bachelor, donc le baccalauréat universitaire. On leur donne un crash course de 4 à 6 semaines, et puis ensuite on les envoie dans les écoles. Et il n'y a plus de formation d'ingénieurs non plus, etc. Donc, c'est un pays qui n'a pas du tout pris conscience qu'il s'était désindustrialisé à très grande envergure, qu'il était dans un système de fracture sociale immense. Mais là aussi, Emmanuel Todd, dans son fameux bouquin Le destin des immigrés, montre combien le système de classe en Angleterre, classe supérieure, classe moyenne, classe inférieure, fait que à partir du moment où les classes inférieures ne suivent pas, tant pis, c'est parce que ils n'ont pas le niveau et donc il n'y a pas d'idéal égalitaire donc de ce point de vue-là. Donc le Brexit, je pense que ça a été le coup de grâce par rapport à tout ça. Ça a été le coup de grâce. Et il y a même des économistes britanniques qui ont comparé, je dirais, la richesse financière produite par la City avec les pays africains ou autres qui sont par exemple producteurs de pétrole. Vous avez des pays comme le Gabon qui sont producteurs de pétrole et qui sont dans un état économique et social lamentable. Et pendant longtemps, on a dit oui, c'est parce qu'ils ont des régimes corrompus, blablabla, autoritaires, blabla. Et puis, les économistes ont un peu creusé en se disant non, c'est pas ça. C'est que la richesse financière amenée par la vente de pétrole fait qu'on n'a pas intérêt à développer une économie locale. Ça coûterait plus cher. Donc, on achète sur le marché international. Du coup, le pays... il végète. Et alors, il y a des économistes qui ont pris cette modèle explicatif et qui l'ont transposé sur le Royaume-Uni en disant, voilà, eh ben c'est ça, la richesse financière produite par la City, qui est énorme, fait qu'on n'a pas intérêt à développer une économie locale, ça coûterait bien trop cher. On va acheter sur le marché international, c'est meilleur marché, ça correspond au credo néolibéraux. Donc oui, effectivement, l'effondrement britannique, il n'est pas, je dirais, le Brexit le met vraiment en évidence, mais il remonte à plus loin. Ce qui est assez frappant par rapport, enfin, peut-être dans ma conception, vu que j'avais quand même toujours l'idée que le Royaume-Uni, c'était quand même un pays qui avait gouverné le monde, comme je l'ai dit, pendant 2 siècles, et qu'on pouvait s'attendre à une administration qui est capable d'anticiper, mais il n'y a eu aucune anticipation. Aucune anticipation, visiblement. Le but, c'était, voilà, de toute façon, on va virer les étrangers, et puis, mais on a viré des gens qui faisaient tourner la machine. Une question de Stéphane Chamignon. On va peut-être pas pouvoir toutes les prendre parce que l'heure avance. Est-ce que les USA auraient intérêt à sacrifier l'euro pour prolonger la domination du dollar ? Certainement, oui. Certainement. D'ailleurs, l'euro est d'ores et déjà vassalisé par le dollar. Il est
il a perdu cette fonction de monnaie concurrente. Il s'est pas relevé de la crise de 2009-2010. À l'heure actuelle, il y a sans cesse des opérations de pompiers pour essayer de sauvegarder l'euro. Pour donner un exemple, la Banque nationale suisse n'aime pas du tout quand l'euro est trop faible. Pourquoi? Parce que le franc suisse dans ce cas-là, est une valeur refuge. Et donc, le franc suisse se bonifie, entre guillemets, au niveau des bourses, mais ça pénalise fortement les exportations de notre industrie, puisqu'on est un pays qui gagne 1 franc sur 2 à l'exportation. Et donc, la Banque nationale suisse investit vraiment lourdement dans l'euro pour garantir son niveau. L'année passée, elle a investi 350 milliards de francs suisses dans l'euro pour éviter sa chute. 350 milliards, c'est la moitié de notre PIB. Donc, oui, hein, l'euro, c'est un peu une monnaie, si vous me passez l'expression, j'espère que vous me la prendrez pas mal, c'est une monnaie téléphérique. Elle ne tient qu'à un fil. Une question de Rangroute. Dans le cadre d'une troisième guerre mondiale, quid des pays qui n'ont pas encore choisi clairement leur camp, comme la Turquie ou l'Inde? Oh, pour l'Inde, il n'y a pas de souci. C'est un sous-continent. J'entends, c'est un bloc tellement géopolitiquement tellement important qu'il n'a pas de souci à se faire. Puis dire qu'il n'a pas choisi son camp. Il y a toujours un antagonisme entre la Chine et l'Inde, ça c'est évident. Mais l'Inde a toujours été très proche de la Russie de ce point de vue-là. Et puis la Turquie. Alors la Turquie, je pense qu'elle est un peu ce que je disais par rapport aux pays d'Europe qui sont prisonniers de leur passé. La Turquie, elle est prisonnière de son passé, mais pas du passé immédiat, c'est du passé de l'Empire ottoman. Et elle s'imagine qu'elle peut encore reprendre, enfin c'est pas elle qui s'imagine, c'est son président et son entourage qui s'imaginent qu'elle va retrouver le lustre qu'elle avait au XVIe, XVIIe siècle, la Sublime Porte, etc. La Turquie, elle est au moins autant au bord de l'effondrement que les autres pays européens. Elle a une économie qui a plongé, alors que les régimes précédents avaient quand même réussi à créer une base économique intéressante. Maintenant, cette économie, elle plonge. Ils ont eu le président Erdogan a une politique monétaire complètement aberrante. Maintenant, le tremblement de terre va pas améliorer la situation. C'est un peu comme le Royaume-Uni, hein, est prisonnier de son image, mais à l'intérieur, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Mais elle reste une puissance militaire régionale, ça, il faut le dire. Mais pas très compétente. On parle toujours des Léopard 2 allemands qui vont aller en Ukraine. Moi, je prends toujours l'exemple pour dire, comme le disent les Russes, ils brûleront aussi bien que les autres chars, parce que la Turquie a des Léopard 2, elle les a utilisés en Syrie, mais les équipages n'étaient pas à la hauteur et ils se sont fait dégommer par les missiles anti-chars. Il y a des photos assez dramatiques à ce sujet, quoi. Et on a dit, voilà, les premières remarques, c'était, oui, mais le Léopard 2, c'est un char pour la guerre froide, pas pour les conflits de basse intensité. Non, c'est que simplement, les équipages n'étaient pas formés à une utilisation tactique de ces véhicules. Une question de Mac Perec. Quelle est pour vous la ligne rouge qui déclencherait une offensive russe en Finlande ou vers les pays baltes? Alors, je pense qu'il faut distinguer. Une offensive sur la Finlande, je la vois pas vraiment. En revanche, la Finlande, elle est, en adhérant à l'OTAN, elle expose désormais ses 1300 kilomètres de frontières communes avec la Russie, où la Russie va pouvoir jouer aux provocations, aux violations de frontières, ce qu'elle n'avait jamais fait depuis 1945. N'oublions pas quand même que il y a eu la guerre russo-finlandaise en 39-40, qui a repris en 44, et à partir du moment où la paix a été signée, la frontière, cette immense frontière de 1300 km, n'a jamais été remise en cause, ni par l'Union soviétique, ni ensuite par la Russie. Et là, je pense que la Finlande ne se rend pas compte du risque qu'elle prend, parce que contrôler 1300 km de frontière, hein, c'est la distance de Strasbourg à Tarente, au fond de la botte italienne. Ça, c'est 1300 km de ligne droite.
quelle est l'armée européenne aujourd'hui qui peut dire « oui, je peux contrôler ces 1300 kilomètres » ? Il n'y en a pas. Hein? Donc, alors, et l'OTAN n'a pas les moyens de venir aider les Finlandais pour contrôler les 1300 kilomètres. Et ça peut donner lieu à des provocations, à des tensions que les Russes sont assez habiles pour mettre en œuvre. Mais je vois pas d'autre chose. En revanche, pour les pays baltes, alors là, j'ai envie de dire qu'ils attendent que le fruit mûr tombe. Vous avez par exemple un pays comme l'Estonie, qui avait 2,5 millions d'habitants au moment de son indépendance en 1991, et qui maintenant, depuis son entrée dans l'Union européenne, s'est vidé de sa population. Ils ont 1,1 million habitants. Donc, puis ça va continuer, hein, ça va continuer. Les gens partent, et c'est pas le propre de l'Estonie. La Croatie est dans le même cas. Tous les pays peu industrialisés entrant dans l'Union européenne se vident de leur population. Mais l'Estonie, elle a une frontière commune avec la Russie. Donc, voilà, à un moment donné, l'Estonie risque de tomber comme un fruit mûr. 2 dernières questions. Que vous pensez-vous du dernier discours de Poutine ? Est-ce que ça a été évoqué ? J'avoue que je ne sais plus. Non, ça n'a pas été évoqué. Alors, le contenu, on le connaît. Donc, 1h30, 15 minutes sur l'Ukraine, etc. Passablement de remarques sur l'Occident décadent, ce qui va évidemment tout à fait dans le sens du monde arabo-musulman, des droites dures en Europe, etc. J'ai cependant là envie de dire que c'est vraiment la vieille méthode. Hein. Là, je crois que autant le président Zelensky surfe sur les réseaux sociaux, sur la vague médiatique, autant je crois que du côté russe, on n'a pas encore très bien compris tout ça. Parce que c'est vraiment très, très vieille mode, le discours très long, etc. Alors après, ça, je dis pas que ça n'a pas d'écho, mais en termes de toucher la jeune génération, je pense que là, ils ont encore des progrès à faire. En tout cas, vis-à-vis de la Russie des villes. Il y a une différence de propagande assez impressionnante entre les deux camps. Une dernière question. L'Empire américain est-il capable de devenir une nation mature en quittant son fonctionnement impérialiste autrement qu'en s'effondrant et en emportant tout l'Occident avec lui ? Question de Yula. Je suis désolée si je lis mal. Yula ou Louche, je ne lis pas très bien là. Oui, c'est ça, Yula Louche. Alors, très bonne question sur laquelle j'aurais un peu de peine à m'avancer. Difficile de penser les États-Unis sans Washington. Difficile de penser. Alors, mais toutefois, c'est d'ores et déjà le cas. Alors, je suis en pleine contradiction. D'une part, je dis difficile de penser les États-Unis sans Washington, mais d'autre part, c'est déjà le cas. Vous avez une société américaine qui est vraiment en très, très mauvais état. D'abord, elle est divisée, elle est vraiment très, très divisée, au point que certains parlent vraiment d'un risque de guerre civile. Ensuite, elle a des faiblesses colossales, elle a un indice de mortalité infantile qui croît. Donc pour une société moderne, c'est quand même grave. Elle a un niveau d'insécurité qui est phénoménal dans les villes. Elle a une fracture entre la population blanche et la population afro-américaine qui est aussi qui est dramatique. Les services étatiques ne fonctionnent plus. On a vu le massacre que la première vague de Covid a provoqué parce que le niveau de santé de la population est très mauvais. Donc, voilà. Hein. Mais une Amérique sans Washington, difficile à dire. C'est un peu comme l'Empire romain sans Rome. Mais ça, voilà. L'Empire romain sans Rome, ça a donné lieu, la création positive, ça a été le mouvement bénédictin. Travailler, prier et travailler. Parce qu'à Rome, on ne travaillait pas, c'était les esclaves qui travaillaient. Et tout d'un coup, on dit, non, il faut travailler pour vivre. Donc, c'est quand même l'effondrement romain que naît cet élément fondamental de renaissance.
on peut terminer sur cette dernière phrase. Ça fait près de 2 heures qu'on est là, donc je pense qu'on a fait déjà un bon tour d'une question très vaste et qui sera l'objet, donc qui est le premier épisode d'une mini-série qui commence chez nous. Merci beaucoup Bernard Wicht d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. Avec grand plaisir et très flatté d'avoir été le premier. Et vous reviendrez sans doute prochainement nous voir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch pour les prochaines émissions et à faire des commentaires en différé lors de la diffusion YouTube, de vous inscrire à la newsletter, d'adhérer au cercle. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à faire pour nous soutenir. Encore une fois, merci Bernard Wicht et puis merci à tous les auditeurs, tous les internautes et à très très bientôt. Et grand merci à vous de l'immense travail que vous faites. Merci infiniment. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.